Bonjour à tous. Aujourd'hui, le lycée français et l'école européenne vont vous présenter nos recherches sur le thème des jeux tic-tac-toe, Hachi et Picaria. Nous allons essayer de répondre à la question que chaque élève s'est déjà posée un jour. Est-il possible de gagner à tous les coups? Et si oui, comment? Je suis certaine que la majorité d'entre vous a déjà joué à ce jeu. Mais pour les autres, voici les règles. Le tic-tac-toe, aussi appelé morpion et oxo en Belgique, est un jeu de réflexion se pratiquant à 2 joueurs dont le but est d'être le premier à créer un alignement de 3 symboles identiques. Nous avons donc réfléchi à une stratégie qui fonctionnerait sous forme d'algorithme et qui nous permettrait de gagner à tous les coups. Les deux premières étapes étaient placer un pion gagnant, donc pas de hasard après 2 tours, et ou bloquer l'adversaire, donc empêcher l'adversaire de mettre un point gagnant. Mais que faire lorsqu'on se trouve dans aucune des situations? Placer un pion aléatoirement, c'est une possibilité, mais ce n'est pas la solution la plus fiable. Pour cela, nous avons commencé par créer un système de points. Au début de la partie, toutes les cases ont un score de 0. Lorsqu'un pion est placé, toutes les cases se trouvant sur la même ligne, colonne ou diagonale gagnent un point. On peut donc voir quelle case nous ouvre le plus de possibilités de gagner. Lorsqu'un pion est placé sur une case, celle-ci perd tous ses points. Ici, on voit que le joueur rouge a posé son pion sur la case F. En tant que joueur bleu, il va falloir qu'on place notre pion de manière à avoir le plus de chances à la suite de pouvoir gagner. Donc pour cela, il faudrait mettre son pion à un endroit qui permettrait de placer un point à la suite sur le plus de cases possible. Ensuite, il faudrait essayer d'embêter notre adversaire et pour ce faire, il faudrait mettre son pion à un endroit où le joueur adversaire, donc le joueur rouge, a déjà des points, un ou plusieurs points. On peut répéter cette opération jusqu'à ce que 4 cases soient occupées, car à la suite, assez souvent, on peut se raccrocher aux 2 premières étapes de la stratégie qui sont placer un point gagnant ou bloquer l'adversaire. Ici, il y a un cas un peu spécial parce qu'on peut voir que le joueur rouge possède une case avec 2 points. Cependant, il n'a pas 2 pions alignés sur l'une des lignes reliées à cela. Cela veut dire pour le joueur bleu que le joueur rouge risque de le mettre en position d'échec et mat. Et donc, pour empêcher cela, il faut placer son pion sur la case avec les 2 points, donc la case C. Mais cette stratégie n'est pas parfaite. Il y a une exception ici, qui est ce cas de figure. Dans ce cas de figure, on peut voir que le joueur A rouge, il y a donc 2 cases avec un score de 2. Si le joueur bleu allait appliquer la tactique précédente, il devrait bloquer sur 2 fronts, ce qui est impossible. Il va donc falloir placer son pion sur les cases B, F, H et D pour forcer le joueur A, qui est son adversaire, à bloquer le joueur bleu et éviter qu'il puisse placer son point gagnant. Au début de nos recherches, nous voulions faire un système de valeurs attribuées à chaque case et on a commencé par faire un arbre des possibles. On s'est rendu compte que lors du premier tour, si on commence sur le coin, l'adversaire peut choisir entre 8 cases et 7 de ces cases nous mènent à la victoire. De même, si on commence sur le milieu ou le côté, on a une chance sur 2 que l'adversaire choisisse une case qui nous mène à la victoire. Le coin maximise donc nos chances de gagner. Mais finalement, on se rend compte que c'est peut-être plus intéressant de tout simplement créer une stratégie à partir des coins, et de ne pas faire une intelligence artificielle qui évalue toutes les possibilités. En parallèle, on s'est rendu compte que 3 pions sur la grille peuvent former 2 lignes, où il nous manque une case pour gagner. À ce moment-là, notre victoire est garantie, car l'adversaire ne peut pas nous bloquer à 2 endroits en même temps. C'est le pilier de notre stratégie au morpion. On essaye d'atteindre cette configuration pour maximiser nos chances de gagner. Il existe également une deuxième configuration, où les 3 pions forment 3 lignes. Cette configuration est optimale. En effet, on peut se permettre de sacrifier une ligne pour manipuler l'adversaire pendant la partie. Selon nous, peu importe la stratégie, il faut commencer par jouer au coin. En effet, c'est la case qui maximise nos chances selon l'arbre de possibilités, et on s'est également rendu compte que toutes les configurations de 3 pions passent par le coin. Ensuite, il faut repérer un ensemble de 3 points qui forment 3 lignes, dont aucune des cases ne passe par la case de l'adversaire. Et ça, on peut facilement le voir visuellement par un triangle. Ensuite, il faut repérer la case sur laquelle on va d'abord jouer, et il faut s'assurer que ça ne renforce pas une ligne où l'adversaire peut gagner. Ici, on voit qu'on ne peut pas jouer en bas à droite, mais qu'on peut jouer en haut à gauche.
Désormais, il ne reste plus qu'à placer le troisième pion qui complète l'ensemble de cases pour gagner la partie. Cependant, notre stratégie pour créer une configuration forcément gagnante n'est pas infaillible non plus. En effet, si l'adversaire joue au milieu, il est impossible de créer une configuration optimale puisqu'elle passe tous par le centre. Il ne reste plus qu'à essayer de gagner en créant une configuration à 2 lignes. Nous avons maintenant aussi écrit un programme Python pour créer une intelligence artificielle qui utilise notre stratégie. Et donc, sous vos yeux, vous pouvez voir le logigramme qui montre ce que fait notre algorithme. Donc, pourquoi on a fait un programme? Donc, déjà pour vérifier que notre stratégie marche et aussi pour apprendre à coder en Python. Donc, la différence avec notre stratégie initiale, c'est que si on devait regarder chaque ensemble de 3 points tout au long de la partie, cela prendrait beaucoup de code et serait beaucoup moins performant. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait créer des configurations à 3 points optimales qui passent seulement par des coins. Et donc, on a simplifié le programme pour qu'il ne regarde que ces ensembles-là. Comme le tic-tac-toe, le hachi est un jeu d'alignement qui se joue à 2. Le but est d'aligner 3 symboles identiques. Ce qui le différencie du tic-tac-toe, c'est le fait qu'une fois les jetons déposés sur le plateau, il est possible de les bouger afin d'obtenir un alignement. Au terme de notre recherche, nous avons pu élaborer une stratégie qui permet de gagner au hachis. Nous allons d'abord commencer par expliquer le passage du tic-tac-toe au hachis. Nous avons essayé plusieurs possibilités de déplacement au tic-tac-toe pour trouver des positions gagnantes ainsi que des positions perdantes, qui nous ont permis de progresser vers l'objectif initial de trouver une stratégie pour le hachis. Le rond, en commençant en coin, a le plus de chances de gagner au tic-tac-toe et donc on ne peut plus poursuivre avec le hachis. Pour pouvoir jouer au hachis, il faut qu'il y ait égalité et cela suppose alors d'éliminer la position gagnante au tic-tac-toe qui consisterait à commencer au coin. À droite, nous pouvons voir un des exemples qui mène à l'égalité au tic-tac-toe bien qu'on ait commencé au coin. Si au début de la partie le rond se trouve dans la case du coin, au hachis c'est une défaite assurée. Nous avons testé notre théorie à plusieurs reprises et c'était toujours le cas. Ensuite, nous pouvons voir que l'étape suivante pour le rond sera de se déplacer, et dans une telle configuration, il n'a que 2 possibilités de mouvement. Ici, nous pouvons voir que le rond peut occuper les dernières cases libres en y arrivant de 2 façons différentes. Soit on libère la case de droite, soit celle du côté gauche. Si le rond quitte la case 5, la croix gagne directement en complétant l'ensemble des 3 cases à l'horizontale. Cela signifie que la seule possibilité qui resteront, c'est de se déplacer de gauche à droite. Si nous considérons que le joueur qui joue avec les croix est un bon joueur, il va sûrement prévoir les prochains mouvements de l'adversaire et donc déplacer la croix sur le côté pour limiter le nombre de coups et de possibilités du rond. On arrive maintenant à une configuration où les ronds n'ont aucune possibilité de gagner. Peu importe leur prochain coup, les croix gagnent. Au cours de l'étape suivante, la croix se déplaçant dans le coin, il y a un alignement en diagonale des croix qui gagne ainsi la partie. Et enfin, les croix sont dans une position gagnante en s'alignant. Cela confirme la théorie selon laquelle le premier joueur qui se met dans le coin, soit il gagne au tic-tac-toe et le jeu s'arrête, soit il arrive à égalité à la fin du tic-tac-toe et perd au hachis. Après avoir vu qu'utiliser la méthode qui nous permet d'avoir le plus de chances de gagner au tic-tac-toe ne marche pas au hachis, nous avons essayé d'autres positions au départ. Et en nous concentrant sur le hachis et les stratégies qui permettent de gagner à tous les coups, nous avons trouvé une stratégie qui fait gagner celui qui commence à tous les coups. Nous avons trouvé une position qui, à la fin du tic-tac-toe, fait remporter celui qui est dans cette position. C'est une forme géométrique en forme de Y, et on peut, comme vous pouvez le voir dans les exemples. Et on peut, pour celui qui commence, avec une méthode très facile, y parvenir à tous les coups. Il suffit de manipuler et contrôler chaque étape du jeu en obligeant l'adversaire à se déplacer là où c'est le plus avantageux pour le joueur jouant avec les ronds. Nous allons montrer un exemple qui illustre bien cette méthode. Et tout d'abord, toute manipulation doit commencer par le centre. De cette façon, quand on arrive au hachis, on aura une possibilité de plus pour se positionner sur la case libre, comme on verra tout à l'heure. Les numéros en dessous de la case correspondante. Les numéros en dessous de la case correspondent à l'ordre des coups joués. En utilisant la méthode qu'on va montrer dans un instant, le premier joueur gagne à tous les coups. Dans ce cas, le deuxième joueur va jouer dans un coin, car sinon il perd au tic-tac-toe, et dans ce cas, il joue en haut à droite. Puis, le rond, en suivant la méthode, va mettre son pion dans un endroit pour que l'adversaire ne puisse pas choisir l'emplacement, dans ce cas, au milieu à droite. En continuant d'utiliser cette méthode,
on va arriver à la position Y. Si vous pouvez directement passer à la conclusion. Et donc, en étant dans cette position d'Y, le premier joueur va automatiquement gagner. On a également remarqué qu'en testant plusieurs combinaisons, que plus on aura de possibilités de déplacement, plus sa victoire sera probable dans n'importe quelle position. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais laisser plus d'une ou maximum deux possibilités en fin de partie aux croix de se positionner si les ronds veulent gagner. Très vite, on s'est rendu compte que si on prend le contrôle du milieu au début de la partie, l'adversaire ne peut plus gagner. En fin de partie, les pions tournent autour du pion central jusqu'à ce que 3 de nos pions soient alignés. C'est le pilier de notre stratégie Ohachi. Donc, on commence donc par jouer au milieu, au centre. Ensuite, on joue dans le sens horaire ou anti-horaire par rapport à l'adversaire. En fait, peu importe le sens, tant que vous gardez le même tout au long de la partie. Donc là, on va jouer à droite de l'adversaire. Et de cette manière, on aligne 2 pions et l'adversaire est obligé de nous bloquer. Ainsi, le processus se répète, on joue au sens horaire et donc on arrive jusqu'à la deuxième phase, la phase de déplacement. Mais souvenez-vous, on ne déplace pas notre point central, car de cette manière, l'adversaire n'a mis jamais 3 pions. On déplace alors le seul pion que l'on peut déplacer, le joueur adverse suit, et au bout de 2 déplacements, on a gagné. Les 3 pions du joueur 1 sont alignés. Et pourquoi ça marche? Parce que par symétrie, lorsqu'on commence par jouer au centre, l'adversaire n'a en réalité que 2 possibilités, soit jouer dans un coin, soit jouer sur le côté. Et lorsqu'on joue toujours sur la carte entre guillemets suivant dans le sens horaire ou anti-horaire, seulement 2 patterns possibles arrivent à la fin de la partie. Et ces 2 patterns nous permettent tous les deux de gagner. Et donc, cette méthode, même si elle est simple, nous permet toujours de gagner. Le Picaria est un jeu de stratégie abstrait à 2 joueurs. Il est lié au tic-tac-toe mais ressemble plus au Hachi, car les pièces peuvent être déplacées pour créer le 3 en ligne. Le Picaria est un jeu d'alignement, mais contrairement au Hachi ou au tic-tac-toe, les joueurs ne peuvent pas placer un pion au centre de la grille, donc que tous les pions ont été placés. Il existe 2 variantes du Picaria. La première version est plus simple avec 9 espaces ou points d'intersection, et la seconde version utilise 13 espaces ou points d'intersection. Ensuite, on va avoir une première approche où notre stratégie va être d'ouvrir le plus de possibilités possibles pour gagner. Gagner en déplaçant un de nos pions vers le centre et puis terminer la partie avec le moins de tours possible. Ces stratégies ressemblent beaucoup à celles du morpion. Donc, on va placer le premier pion sur la gauche pour ouvrir le plus de possibilités, car on ne peut pas commencer par le centre au Picaria. Donc, l'adversaire peut placer son pion n'importe où et c'est de nouveau à nous de jouer. On place le second pion au centre du carré en bas à gauche pour former une première opportunité de victoire. Et si l'adversaire le repère, il va être contraint de bloquer. C'est encore à nouveau à nous de jouer et on va se mettre en position de triangle pour avoir la possibilité de déplacer son dernier pion vers le centre. Donc le pion initial, il va se déplacer vers le centre et la victoire sera à nous. Donc pour le Picaria, on réutilise la stratégie du morpion qui consiste à trouver une configuration en 3 points qui forme 3 lignes sur la grille. Toutefois, on ne peut utiliser que 3 pions. Donc pour compléter la ligne à la fin de la partie, il faut que l'on déplace un pion déjà placé, modélisé par la flèche verte. De plus, cette ligne doit passer par le milieu. De cette manière, l'adversaire ne peut pas nous bloquer sur la ligne où on compte à gagner. Il existe plusieurs configurations qui répondent à ces critères. On retrouve bien la configuration du groupe précédent. Au premier tour, il est optimal de jouer au milieu d'un des côtés du carré. En effet, c'est la case par laquelle passe le plus grand nombre de configurations en 3 points. Il faut repérer un ensemble de 3 pions qui forment 3 lignes, dont aucune de ces lignes ne passe par une case de l'adversaire. On voit aussi qu'une des cases peut être déplacée pour former la ligne à la fin de la partie. Il faut s'assurer que l'adversaire sera obligé de nous bloquer après avoir placé un pion.
il faut également s'assurer que la case où l'on imagine que l'adversaire va jouer ne renforce pas une de ses lignes, comme pour le morpion. Ici, on est obligé de jouer sur la case de droite. Comme prévu, l'adversaire nous a bloqué. On peut désormais compléter l'ensemble de 3 cases. Peu importe où joue l'adversaire, il ne reste plus qu'à déplacer la dernière case pour aligner les 3 pions. On a ainsi remporté la victoire. Peu importe où joue l'adversaire au début, il existe forcément une configuration de pion qui permet de gagner au Picaria, contrairement au morpion. Ainsi, on peut garantir notre victoire. We have developed a method in which the first player will always win at Picaria. For the first player, the main goal is trying to stay as close as possible to the middle, as this will open the most options to get 3 in a row, and therefore the second player has to try to lure the first away from the middle. We represent the first player with the white tiles and the second with the black tiles, and the numbers indicate the order in which each tile is placed. In the next few slides, we're going to try to explain our approach to you by every step we took. This is the method we came up with. We will now show why we placed each tile accordingly and the reasoning behind the movements. For the placement of the first tile, there are 12 options. However, due to the symmetry of the board, ultimately there are 3. Those would be the outer corners, the middle of the outer lines, and the inner parts of the board. Instead of explaining why each of these would be inefficient, we're simply going to explain why we believe that the inner part of the board is the best option for the first player. As you can see in the top 2 diagrams, given that the first player places on the inner part of the board, no matter what the second player does, the first player can place in the top left corner, and therefore, by placing any position that has access to the middle with the third tile, win in 1 move. This wouldn't work if the second player places in the corner. And as you can see in the third diagram, the first player would have to block, and therefore the second player can create a perfect win situation by either removing the first or second tile up. This can be blocked the way is represented in the 4th diagram, and therefore the most efficient move for the first tile of the second player would be in the top left corner behind the first tile. This slide will be explaining how we place the second white tile. Given the symmetry, there are 6 options, either on the inside. These would drive white away from the middle and therefore drag out the game. This leaves options away from the action in the middle parts of the outer lines, which would have a similar effect as it would spread out the tiles over the board, again dragging the game out unnecessarily. The 4th and 5th options are placing on corners. Again, the game would last longer than needed. This only leaves the most efficient way, as close to the action as possible. Placing on either of the places demonstrated in the previous slide would make the following 2 moves mandatory blocks, since the game would end without them. Black would have to block, as shown in the first diagram, and in turn, white would have to block, as shown in the second. This brings us to the placement of the final tile. If the player places its tile in the top right corner, white could win in 2 simple moves. This cannot be blocked by black, nor can black get 3 in a row beforehand. Most other positions would give white a similar opportunity. The only way this wouldn't work is if the bottom 4 places are used. If these placements are used with different moves, they would all end up in similar positions, making placing in the middle of the bottom line the most efficient. To show you how this placement would play out, we have created this tree diagram. The second player has the option of moving their first or second tile, giving it 3 possible movements. The purple branch at the top shows how moving the first tile would end. The green in the middle shows how moving the second tile upwards would end, and blue at the bottom shows the way the movement of the second tile downward would result. As you can see, in each of them, player 1 always wins. And this brings us to our final step-by-step method, as you can see. In this presentation, we have shown the most efficient game possible. In this case, white will win. If player 2 wants to win, they would have to drag the game out as much as possible, making the moves less efficient. This would give white more opportunities to make mistakes and leave an opening for black to win.
Donc, en conclusion, on observe que plus le jeu est complexe, plus les méthodes pour gagner sont efficaces. Pour le Morpion, qui est censé être le jeu le plus simple, on a seulement pu maximiser nos possibilités de gagner, alors que pour le Hachi, le Picaria, on a pu trouver des méthodes qui nous permettent de gagner à coup sûr. Okay, so this is my code, and this is my code, and for the game Tic-Tac-Toe, and you can play it with your friend or anybody else. And I will quickly explain the code. So the first image, the one on the left, it makes like the board. So yeah, it stores the board, and also it has the algorithm to check for if somebody won. And the second image, the one on the right, is like the actual game and like lets you place a piece and move and whatever. And right now I'm working on a bot to beat you and to always win or tie. L'une des solutions que nous avons trouvées pour Hachi était de faire un arbre de décision. Ici, les nœuds verts représentent les victoires du premier joueur et les nœuds rouges, les victoires du second. Il y a également des nœuds blancs dans lesquels aucun des joueurs ne gagne. Les liens sont également attribués à certains joueurs. Lorsqu'on est le joueur rouge, on ne peut suivre que les liens rouges. Ainsi, vous pouvez trouver toutes les possibilités et solutions pour chaque partie que vous jouerez. Cependant, pas sûr que ce soit la partie la plus rapide de votre vie. Nous ne voulions pas seulement nous contenter d'utiliser une stratégie qui est seulement un tenté. Nous voulions aussi regarder le futur pour pouvoir avoir une stratégie plus générale qui fonctionnerait avec tous les jeux. Pour cela, il fallait qu'on simule le jeu de l'adversaire. Ensuite, à partir de ce jeu de l'adversaire, il fallait trouver une réponse adaptée pour éviter que l'adversaire puisse gagner. Ensuite, pourquoi s'arrêter au jeu de l'adversaire et trouver une réponse là? On peut très bien répéter ces étapes et resimuler le jeu de l'adversaire pour trouver la réponse la plus adaptée depuis la fin du jeu. Et il se trouve que cet algorithme existe déjà. Donc, comme Tam a dit, cet algorithme existe déjà et il est connu sous le nom de l'algorithme Minimax. Et il a été développé par John van Neumann en 1928. Donc, c'est un mathématicien et un physicien hongro-américain, pardon. Et il est considéré comme le père de la théorie des jeux parce qu'il a beaucoup développé ce domaine et il était même un des fondateurs principaux. Alors, cet algorithme se base sur un arbre du jeu. Il va créer, à partir d'un état initial, toutes les possibilités futures. Ensuite, à la fin du jeu, il va évaluer le jeu. Il va lui attribuer un score en fonction de qui a gagné. Par exemple, une victoire du robot va être 10 points ou une défaite du robot va être moins 10 points. Ensuite, on va remonter cet arbre en prenant soit le score minimal, soit le score maximal. Et à la fin, on va jouer le coup qui donnera le score maximal, afin de maximiser nos chances de gagner. Nous avons deux systèmes pour le contrôler. Déjà, on peut adapter la notation. Par exemple, donner plus de points à une victoire dans une colonne pour favoriser les victoires dans les colonnes. Mais on peut aussi modifier la profondeur de recherche, c'est-à-dire la profondeur dans laquelle le robot va s'avancer dans le jeu, le nombre de coups d'avance que le robot va avoir sur le joueur. Donc, le résultat de cet algorithme Minimax adapté aux 3 jeux qu'on a observés sont au tic-tac-toe, si les 2 joueurs jouent de façon optimale, ça finira toujours en égalité. Mais pour le Hachi et les Picaria, qui sont les jeux plus complexes, le résultat est plus intéressant car le joueur 1, s'il joue optimalement, peut toujours assurer la victoire. Alors, l'algorithme Minimax présente beaucoup d'avantages. Donc, premièrement, son concept basique est assez intuitif. C'est maximiser nos chances de gagner et minimiser les chances de l'adversaire. C'est aussi le moyen le plus efficace de jouer, et donc c'est la solution optimale. Et il est généralisable pour beaucoup de jeux, donc notamment les jeux comme les 3 qu'on a déjà vus, le puissance 4, les échecs, etc.
Mais le minimax présente aussi quelques inconvénients. Donc, premièrement, c'est une forme de force brute, car l'algorithme doit vérifier toutes les possibilités et doit brancher. Et donc, comme Tom a dit, il doit chercher dans un certain niveau de profondeur tous les moves possibles. Et donc, à cause de cela, il nécessite beaucoup de RAM et de mémoire. J'ai aussi implémenté cet algorithme en Python. Une particularité de cette implémentation est que j'effectue une boucle du minimax à l'extérieur de la fonction du minimax pour y sauvegarder le meilleur coup possible et éviter de devoir transférer le meilleur coup possible dans la branche du minimax. Cela permet d'économiser un tout petit peu de mémoire. Merci. Avez-vous des questions? Ok. Est-ce que vous avez pensé à rajouter des optimisations comme alpha-beta pruning ou d'étape de transposition? Je connaissais ces optimisations, mais je voulais pas les implémenter parce que je voulais avoir plutôt l'idée générale. Je voulais avoir une méthode générale pour qu'ils puissent résoudre le tic-tac-toe, le picaria et le hachi. C'était pas vraiment en termes de vitesse là encore. On pourrait regarder ça en regardant l'arbre du jeu. Ça serait pas trop compliqué à implémenter, mais on n'a pas eu le temps de le faire. D'accord. Mais donc, ça veut dire que l'ordinateur peut calculer absolument toutes les positions de tic-tac-toe? Pour le tic-tac-toe, il n'y a aucun problème. Pareil pour le hachi. Par contre, le picaria, il faut diminuer un peu la profondeur de recherche. Autrement, il est beaucoup trop lent. Mais il fonctionne. Ah oui, d'accord. Donc, il n'y a pas besoin en fait d'optimisation. Non. Ça marche parfaitement, même en Python. Donc, c'est très utilisable. Ok, super. Merci. Moi, j'ai une question d'ordre beaucoup plus général. On a toujours de superbes exposés d'intelligence artificielle qui viennent de l'AI. C'est des choix personnels, c'est ce qu'on vous propose. Vous avez des cours. Les sujets sont proposés par les chercheurs. Donc, c'est pas notre choix personnel et on fait pas de cours d'intelligence artificielle, mais c'est que c'est intéressant. Donc, c'est bien qu'on puisse traiter ce genre de sujet. En fait, on nous donne un choix, on nous donne certains exposés et après, on choisit le projet qui nous intéresse le plus. Mais on n'a pas énormément d'options non plus. Mais c'est un projet qui nous a tous intéressés, alors c'est pour ça qu'on l'a choisi. Donc, on avait 6 options, on avait 3 options présentées par chaque chercheur. Et nous tous ici, on a trouvé que celui-là sur la stratégie des jeux, on l'a trouvé le plus intéressant, donc on l'a choisi. Très bien. On est un tout petit peu en retard sur le planning, donc je vais vous laisser. Et on va donner la parole au prochain exposé. On vous remercie beaucoup. C'était super. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le petit Au revoir. Au revoir.